Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. On ne naît pas femme, on l'est devient. La femme n'existe pas, il n'y a pas un seul type de femme. Et au cours d'une vie, on change, on évolue, on l'est devient. Donc, ce sont les mots de mon invité pour vous mettre en bouche. Le féminin, par essence, est cyclique et à chaque étape clé de leur vie, les femmes inventent une nouvelle façon d'être elles-mêmes. Mais cesse-t-on d'être désirante et désirable lorsqu'on avance en âge ? Pour y répondre, mon invité du jour est auteur, psychanalyste et psychosociologue féministe depuis l'enfance et âgée de plus de 50 ans, comme moi, tout bientôt d'ailleurs. Avec elle, abordons la question de la sexualité chez la femme ménopausée pour nous affranchir des idées reçues liées à l'âge, l'amour, la libido ou encore le désir. Et nous allons voir qu'il n'y a pas d'âge pour jouir, titre de son dernier ouvrage aux éditions Larousse. Bonjour, chère Catherine Grangeard. Oui, bonjour. Anne, je vous remercie de m'inviter. Je suis absolument ravie, je vous le disais hors antenne, ça faisait longtemps que j'avais repéré votre livre et que je voulais absolument qu'on fasse un sujet dessus. C'est très important qu'on parle de tout ça. Alors, qu'est-ce qui a déclenché l'envie ou le besoin chez vous d'écrire ce livre ? Est-ce le fait, comme vous le dites, d'assigner 14 millions de femmes, les femmes de plus de 50 ans, à la retraite sexuelle ? Votre livre est un véritable coup de gueule. Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Bien évidemment, ce sont les propos d'un chroniqueur qui a fait scandale en janvier 2019, disant que les femmes de plus de 50 ans étaient invisibles sexuellement. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, souvent avec beaucoup d'humour. Et pour moi, j'ai choisi le temps long, le temps de l'écriture, le temps de la publication de ce livre chez Larousse, afin de pouvoir poser la question de l'importance de la visibilité. Nous avons, au travers de ces 200 et quelques pages, une analyse de l'importance de ne pas être catégorisé par d'autres et de pouvoir soi-même décider de ce qui nous va intenter. Vous dites d'ailleurs que ce n'est pas un livre scientifique, hein, l'objectif n'est pas là. Hein. L'objectif est la prise de conscience. On peut lutter contre ce que l'on repère. On ne peut pas se dire qu'il y a un souci sans avoir déjà étiqueté qu'il y en a un. Et après, on cherche les outils, etc. C'est un livre d'empowerment, comme on dit désormais. C'est un livre d'affranchissement. C'est un livre pour aller vers soi. Il n'y a pas qu'un seul trajet, vous l'avez dit. Il y a des femmes, il y a des histoires, il y a des temps dans une vie, des étapes. Et ce livre a l'objectif d'aider chacune et chacun là où il en est, où nous en sommes, où vous en êtes. C'est vraiment un livre à s'approprier et le titre n'est pas anodin parce que s'il n'y a pas d'âge pour jouir, c'est sur tous les plans, à tous les niveaux. Et je crois très important de ne pas oublier que la sexualité fait partie de l'existence et à partir de là, la santé sexuelle est quelque chose qui a lieu d'être posé comme étant important. Alors justement, vous parlez de jouir, vous dites que jouir nous dépasse. Qu'est-ce que c'est pour vous et pour les femmes que vous suivez en thérapie ? Ça dépasse justement, vous le disiez, hein, aussi l'orgasme et le plaisir sexuel ? Oui, absolument. Ce n'est pas un livre de sexologie parce que ce qui nous dépasse, c'est d'être transporté. Ce qui nous dépasse, c'est un ailleurs auquel il y a accès.
Et si on réduit la jouissance sexuelle à un plaisir d'organes, eh bien, on se limite, on se trompe complètement. Lorsqu'on dit rapport sexuel, relation sexuelle, on dit bien autre chose, quelque chose qui ouvre à de l'autre. Et donc, c'est surtout ces niveaux-là que le désir, lorsqu'il n'est pas, galvaudé, lorsqu'il n'est pas, érodé, Mmh. ouvre. Et c'est pour ça, voyez-vous, que la phrase, du chroniqueur que je n'ai pas du tout envie de citer pour pas lui faire de pub, d'ailleurs son nom n'est pas nommé, dans mon bouquin, Et je ne l'ai pas heu, nommé non plus. voilà, mais souvent tout le monde sait de qui nous parlons. Mmh. Eh bien, il confond tout. Il n'a peut-être pas la chance d'avoir accédé à autre chose qu'à un plaisir d'organes. Et c'est peut-être tout ceci, que, nous espérons, pouvoir rendre accessible grâce, à une réflexion sur la notion de désir, Mmh. à une réflexion sur la sexualité, à une réflexion sur l'être humain au fond. Et voilà, moi je suis psychanalyste, hein, ce qui veut bien dire que, enfin tout ce qui est existentiel, l'expérience de vie, est celle avec laquelle je travaille et pas simplement un symptôme, qu'il soit, d'ordre sexuel ou d'autres, niveaux. Oui et puis, évidemment quand on vous entend, on pense aussi à Jung et puis à cette énergie vitale, de la libido qui n'est pas simplement cette pulsion sexuelle, vue par Freud, par exemple. Eh bien, écoutez, il y a, chez les psychanalystes une liberté dogmatique et ça, c'est vraiment extrêmement important. Nous pourrions à une autre occasion, Mmh. faire une émission, sur ce sujet, mais, restons sur, aujourd'hui. Hem Nous avons, une libido qui est une énergie de vie, une pulsion de vie, quelque chose, l'éros, c'est ça, à la différence de Thanatos qui est la destruction. Et donc, la sexualité est de l'ordre, de l'éros, mais peut aussi être de l'ordre de Thanatos. Donc moi, je m'enferme ni, Mmh. dans une, problématique freudienne, lacanienne, jungienne ou je ne sais qui. Ce qui est très important, c'est de pouvoir avec chaque, personne faire un trajet singulier, individuel et très autonome en fonction de ce qui est à travailler chez chacun d'entre nous et c'est un peu ça, la prétention que j'ai, de pouvoir me dégager des dogmes pour, avancer Mmh. avec chacun et sa singularité. Donc oui, bien sûr, que, la libido est fondatrice, est quelque chose qui nous mène depuis le premier jour, et sans doute même in utero, vers un dépassement de soi. Sinon, on se contenterait, voyez-vous, de boire, manger, dormir, assouvir quelques pulsions et animales, hein, et ça en serait fini. Eh bien, justement non, l'être humain est dans un bain de langage, l'être humain, c'est bien autre chose que tout cela et c'est pour ça que voyez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour jouir, que jusqu'au bout de l'existence, jusqu'au dernier souffle et quel que soit l'âge de ce dernier souffle, eh bien, vivre sur tous les plans selon nos désirs, hein. Il n'y a pas d'injonction là-dedans, pas une nouvelle injonction, insupportable, eh bien, c'est essentiel, c'est à nous, en fonction de qui nous sommes, de où nous en sommes à telle étape de vie, eh bien, nous avons la liberté, d'aller, vers l'autre. Oui et bien sûr, on va y revenir un peu plus loin. Une question, votre livre s'inscrit dans la veine de MeToo, hein. Vous citez évidemment Adèle Haenel, cette fois que vous citez elle. Bien sûr, il s'agit de bousculer un inconscient d'une longue domination millénaire, hein. On est vraiment sur tous ces préjugés à l'égard de la sexualité des femmes de plus de 50 ans. Et elle dit qu'ils sont au fond, qu'un des étages de la même fusée. Absolument. MeToo, j'adhère. Et je cite, voyez-vous, que les femmes soient, comme, Adèle Haenel, le dit, se considérées comme,
très jeune comme étant, bandante ou, âgée ne l'étant plus, il y a toujours, non-considération du sujet sexuel qu'est cette personne, femme en l'occurrence. Or, nous sommes au moment d'une relation sexuelle à la fois objet et sujet et nous passons en permanence d'une seconde à l'autre, de l'un, du sujet à l'objet, de l'objet au sujet et cetera, quel que soit notre sexe. Or, hem, positionner la femme en tant qu'objet, eh bien, on lui donne, dans ce cas-là, un contour et par exemple un âge ou bien, hem, au niveau physique, elle doit être comme ci, comme ça et c'est cela, contre quoi, je m'insurge, 2 je propose de réfléchir et que chacun puisse en fonction, de son chemin de vie, s'identifier aux multiples personnes que je présente dans cet ouvrage, afin, de poser le livre et se dire: «Tiens, mais moi, j'en suis où, par rapport à tel sujet que j'aborde, à telle page?» et cetera, et cetera. Donc j'insiste beaucoup sur le regard, j'insiste beaucoup sur, la réciprocité, j'insiste sur beaucoup de stéréotypes millénaires parce que vous l'avez dit, je suis aussi, psychosociologue. Donc ce qui veut dire que pour moi, un sujet, un être humain est à la fois conditionné par son enfance, sa famille, quelque chose du domaine du privé donc et et très fortement selon la société Mmh. dans laquelle nous sommes, ce bain culturel qui fait qu'on ne pense pas les mêmes choses selon le lieu géographique, là, aujourd'hui, en avril 2021 ou selon les époques, heu, au même endroit. On ne pense pas la même chose, on ne peut pas penser la Mmh. même chose et pour revenir sur MeToo, voyez-vous, c'est pas tant que les femmes ne parlent pas ou les victimes, hommes ou femmes ne parlent pas, c'est qu'on ne sait pas les écouter tant que les oreilles ne sont pas prêtes à entendre et moi ce que j'aide, que ce soit dans mon cabinet ou par un livre ou par, vous voyez, ce type de conversation, d'échange un peu approfondi, eh bien, ce qui m'intéresse au fond, c'est de partager mes outils, c'est de transmettre, puisqu'après tout, c'est ça le bénéfice de l'âge aussi, c'est la Mmh. transmission, ce qui peut permettre de s'ouvrir, encore une fois, en fonction de qui on est, à quelle étape d'une vie on se situe. C'est ça et on est dans l'archétype de la femme sage effectivement plutôt à ce moment-là. Alors vous Je êtes, suis une sage-femme, c'est très ça. sage. Vous êtes aussi une grande spécialiste du corps, hein. Vous avez, signé des ouvrages autour de l'obésité et ça fait très longtemps que vous travaillez dans ce domaine. Hem, vous dites: «La marchandisation des corps fait vraiment partie intégrante de l'aliénation et les carences psychiques entraînent des compensations, en raison d'une insécurité». Donc il y a effectivement cet archétype, je dirais de l'inconscient collectif global qui nous projette tout ça et qui fait forcément écho à notre propre insécurité, et qui est vraiment déstabilisant. Donc comment, finalement se libérer de cela? Alors, Nous sommes le pour s'en problème et la libérer, il faut en solution, hein, prendre en gros. conscience, hein. Premièrement, je me répète, on ne peut pas se libérer de ce dont on n'a pas conscience. Mmh. C'est absolument impossible. Donc la prise de conscience, la réflexion, vous savez, par moments, on se dit: «Ah mais oui, mais bon Dieu, mais bien sûr, c'est une évidence». Eh bien voilà, ça fait mouche, vous voyez? C'est ça. Et donc ça, c'est important. La marchandisation des corps et surtout des corps féminins, est quelque chose qui est, une évidence dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on est dessillé. C'est une évidence. Pourquoi tel corps est dit beau? Moi, j'ai une expression que j'aime beaucoup, donc je vais la citer. Oui, allez-y. C'est le beau, c'est le regard qui fait le beau, vous voyez, Mmh. dans tous les sens du terme. Le regard fait le beau. Le beau en soi, ça n'existe pas. C'est parce qu'on dit que ceci est beau, qu'on va le trouver beau. Les femmes étaient girondes, il y a un siècle. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis déjà une cinquantaine d'années, elles sont extrêmement minces. Vous voyez, la beauté évolue. Hem, le corps est politique, disait, on il y a un demi-siècle. Mmh. Eh bien, le corps est politique, ça veut dire que ce n'est pas anodin, la façon dont on va
le considérer ou ne pas le voir et considérer que c'est naturel. Tout ceci est à interroger. Le naturel, peut-être est-il surtout culturel? Et donc, si nous interrogeons tout ceci, l'empowerment derrière devient possible et et uniquement parce que nous l'interrogeons, que ce n'est pas naturel et c'est sortir du naturel qui m'importe, beaucoup parce qu'après on se situe. Vous voyez, on peut dire: «Moi, je préfère les femmes comme ci», mais si on est mal dans notre peau, comme l'expression consacrée, le dit, eh bien, j'ai besoin, moi, avec les patientes et les patients, de réfléchir. C'est pour ça que je suis effectivement une psychanalyste du corps depuis, 25 ans, parce qu'il y a pas le corps d'un côté et la psyché de l'autre. Ce n'est Mmh. pas possible, nous sommes un seul être humain. Donc pour être bien dans sa peau, on a besoin d'interroger tout ce qui, je suis trop grosse, bah, peut-être pas. Hem, vous voyez tout ceci qui je suis trop vieille, c'est pareil, c'est par rapport à quelles normes? Ouais, c'est ça. Alors vous nous invitez aussi à interroger, ces mots, hein, qu'on utilise beaucoup et de manière inconsciente. Moi, j'avais par exemple j'ai eu cette, révélation, dans votre livre, ce terme de senior, pourtant je parle espagnol, j'ai vécu en Espagne, qui évidemment veut dire homme et on parle de senior pour les hommes et les femmes, aussi les quinquados, hein, ces adolescents quinquas, les cougars, il y en a plein d'autres, hein, des mots comme ça et vous, vous dites, ces choix de mots vraiment disent quelque chose de notre société, évidemment. Mais bien sûr, et j'adore votre terme de révélation, vous me rendez heureuse. Mmh. Évidemment, parce que senior, bah, toutes les personnes qui ont vécu en Espagne, toutes les personnes qui ont fait espagnol au lycée ou qui ont été bronzées sur la Costa Brava savent bien que senior, ça veut dire monsieur. Alors qu'il y ait une origine latine, bon oui, certes, d'accord, mais c'est pas ce qu'on entend. Vous voyez, moi, psychanalyste, l'association d'idées m'intéresse. Donc senior à partir de la cinquantaine, soixantaine, et cetera, eh bien, vous n'avez plus de sexe, vous n'êtes plus une femme, vous êtes devenu un monsieur. Bah, moi, ça me pose un sacré problème. J'ai envie d'aller, acheter ma carte vermeille à la SNCF, comme elle était nommée il y a quelques années. C'est ça. Quelle triste idée de la nommer senior dans les musées, et cetera. Non, mais sérieusement, on peut très bien dire, comme on a la carte moins de 25, la carte plus de 50, plus de 60, plus de 70. En quoi c'est un problème? Ou mettre la couleur vermeil, mauve ou je ne sais quoi moi. Mais non, pas senior, vous voyez? Qu'on entende les mots. Je ne suis pas devenu monsieur parce que à la ménopause, je n'ai plus mes règles. Non, ce n'est pas vrai. Je reste, femme, jusqu'à la fin de mon existence et je ne souhaite pas, qu'on me catégorise. Alors cougar, c'est un brin méprisant tout de même, avouons. Oui. Donc, s'il y a des femmes qui préfèrent les jeunes hommes, ce sera la même chose que certains hommes qui, avec le démon du midi, paraît-il, préfèrent les jeunettes. Vous voyez, il y a besoin de réfléchir aux termes que nous employons et une fois qu'on réfléchit, de pouvoir dire à la SNCF ou au musée: «S'il vous plaît, je voudrais une carte de plus de 60», ce sera pas méprisant parce que si on ne considère pas l'âge comme un problème dont il faudrait se cacher, eh bien, on pourra très bien dire, «J'ai 60 ans». Mmh, c'est ça. Alors pourquoi pourquoi la ménopause engendre cette vision de la femme comme non désirante et désirable là quand on avance en âge? Cette vision archaïque, elle est liée quand même à ce cerveau reptilien, à la survie de l'espèce? Elle est héritée de cela? Alors, ça va chercher loin, vous voyez, tout ça. Mmh. Il y a une assimilation entre sexualité et reproduction. Mmh. Or, on ne fait pas l'amour seulement pour avoir des enfants, me semble-t-il. Sinon, on ne ferait pas l'amour très souvent. C'est sûr. Donc, nous avons besoin, d'interroger cette association d'idées qui peut-être n'est pas du tout exacte. Donc la ménopause, c'est l'arrêt des règles et point barre, rien d'autre. Après que, il y ait une assimilation sexualité et reproduction, oui, mais pas sexualité plaisir. Or, à partir de la ménopause, faire l'amour, c'est que pour le plaisir. C'est pas pour avoir des enfants. Donc en quoi ça dérange et qui ça dérange que les femmes
puissent revendiquer à la ménopause être enfin libérées de tout souci de contraception, puisqu'après tout, elles ont quand même porté la contraception depuis, l'âge moyen de 17 ans Mmh. où elles commencent à avoir des rapports Et sexuels heureusement, on en revient jusqu'à aussi d'ailleurs l'âge un peu là. Mmh. pardon? Et je dis d'ailleurs, heureusement, on en revient un peu aussi de ça aujourd'hui. Mais bien sûr, Oui. bien sûr. Et donc vous voyez, là, nous avons besoin de dire que la ménopause a, comme association d'idées, beaucoup de réflexions à mener. Parce que nous arrêtons d'avoir nos règles, mais les règles, ont toujours posé problème, hein. Quand vous avez vos règles, vous dites rarement: «Ah attendez, il faut que j'aille aux toilettes changer de tampon parce que ça déborde et mon pantalon blanc là, il va pas tenir le choc». Non, vous ne le dites pas. Donc pourquoi avec la ménopause, si vous avez une bouffée de chaleur et toutes les femmes n'en ont pas naturellement, Mmh. mais si vous avez une bouffée de chaleur, en quoi c'est gênant dans une réunion de dire: «Excusez-moi, mais je vais enlever, mon pull et cetera, je vais être en t-shirt pendant un quart d'heure. Ne vous inquiétez pas si je rougis». C'est pas du tout de la timidité, c'est parce que, là, je transpire pour des raisons hormonales. Voilà et donc, nous aurions tout intérêt de nous rapprocher de la réalité des corps, qui ne serait pas à gommer. Et donc, en se rapprochant de la réalité des corps, en ne faisant pas quelque chose de tabou, quelque chose de honteux, eh bien, nous pourrions vivre notre féminité, sans avoir de complexe. Mmh. Effectivement, nous avons une particularité, les règles. Et donc, avec les règles, eh bien, il y a tout au long de l'existence un certain nombre de singularités avec les cycles. Et c'est comme ça, parce que les êtres féminins ont ainsi des règles. Et donc, c'est notre nature. Mais ça n'implique rien d'autre. On peut être de mauvais poil parce qu'on est contrarié et non pas parce qu'on a nos règles. On peut avoir des insomnies parce qu'on est contrarié par quelque chose et non pas parce qu'on est en ménopause. Mais on peut aussi avoir des effets des règles et de la ménopause sans que ça nous catégorise entièrement, tout comme les messieurs ont aussi des montées hormonales et ils deviennent agressifs et ils deviennent ceci, cela. Et on ne les réduit pas forcément à la testo, que je sache. Mmh. Donc, vous voyez, il y a besoin de dire que oui, nous avons des hormones et qu'il y a donc des effets hormonaux sur notre psychologie, mais que nous ne sommes pas que hormones, ni les uns ni les autres. Mmh. Et d'ailleurs, vous parlez de l'andropause, c'est presque un sujet encore plus tabou que la ménopause, hein, on a Et l'impression. pourtant, il se vend des millions de petites pilules bleues de Viagra. Oui. Parce que si les hommes n'avaient pas de soucis érectiles, ils n'achèteraient pas du Viagra. Donc, vous voyez, c'est absurde. Il n'y aurait que les femmes qui, après un certain âge, auraient des effets sur leur libido, leur sexualité, la façon dont elles ont, de la lubrification ou moins de lubrification et cetera, et les hommes achèteraient du Viagra alors que tout irait bien. Oui. Pas possible. Ouais, c'est ça. Alors, quand vous dites aussi beaucoup, il faut écouter toutes les femmes, hein. On parle de la femme, mais ce sont les femmes, hein. Je l'ai redit tout de suite au début de mon Oui. introduction, c'est important. Et à ce sujet, être une femme libérée, c'est pas facile. C'est vrai que moi, je vois bien, vous parliez des règles. Moi, j'ai tendance à être assez libérée sur le sujet. Et je vois bien qu'avec des amis, même proches, parfois, quand on va faire un petit run ou tout, je dis, ah, aujourd'hui, je suis pas en forme, j'ai mes règles. Ça passe pas très bien, même parfois entre femmes. Et c'est vrai que le désir aussi sexuel de la femme est parfois choquant pour elle-même. C'est un sujet qui est clivant. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué finalement d'affirmer aussi son appétit, hein, pour le sexe quand on est une femme? Vous prenez cet exemple évidemment qu'on a tous, hein, du Don Juan. Et alors que la femme, de son côté, hein, tout de suite est mal vue, hein, si elle affirme un peu ou si elle parle. Voilà, c'est une salope. C'est une salope. Et donc, la sexualité, les femmes devraient être objets. Vous voyez, je reviens Mmh. à ce que j'ai dit tout à l'heure. Être objet, disponible quand ils veulent. Et non pas sujet, avec des désirs très variables selon qui nous sommes, selon les unes les autres, notre degré de liberté, selon les étapes de notre vie, hein, aussi. Il y a des moments où on pense à autre chose, parce qu'on est sur un projet, un machin, un truc. Donc vous voyez, il y a cette singularité, sur laquelle il faut vraiment insister. Nous sommes des femmes.
La femme n'existe pas. En revanche, avoir une liberté entre nous, avec nos amants, avec nos enfants. J'ai mes règles. Alors quand j'ai mes règles, je suis un petit peu plus Mmh. fatiguée. Ou alors, ça ne me fait rien. Ou alors j'ai plus envie de faire l'amour parce que j'ai mes règles. Ou alors je sais pas quoi. Tout comme à la ménopause, il y a des femmes qui disent: je n'ai jamais été aussi libérée sexuellement, heureuse, j'ai un appétit incroyable. Et d'ailleurs, figurez-vous que ça se sait, parce que quand on regarde certains ouvrages, on disait que les femmes, après la ménopause, vraiment se comportaient d'une façon un peu indécente, etc., etc. J'ai lu très récemment L'inquiétude sexuelle, qui est un vieux bouquin d'il y a un siècle d'un médecin Vacher, qui était un homme de son temps, mais en avance pour son temps, mais évidemment très en retard par rapport à aujourd'hui. Et c'était absolument incroyable parce qu'il parlait des femmes qui n'avaient plus de tabou après la ménopause. Donc, vous voyez, il faut toujours tenir en bride les femmes. Il faut toujours que leur sexualité soit Mmh. à disposition. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'omerta et qu'on nous traite de salopes dès qu'on est un peu libéré. Mmh. Et parce que vous savez, les femmes portent les enfants. Et donc, si elles ont une sexualité très libre, on ne saura plus de qui est l'enfant. Elles C'est auront, hérité de elles, ça, la oui. certitude de la maternité, Mmh. mais eux, ils n'auront pas la certitude de la paternité. Donc, c'est probablement, comme Françoise Héritier le soulignait vraiment, Mmh. l'origine du fait qu'elles sont vraiment tenues en laisse jusqu'à l'excision, hein, pour qu'elles n'aient pas de plaisir. Donc, c'est vraiment pour ça que, hommes et femmes, nous avons une inégalité, et nous, femmes, nous avons besoin de prendre conscience de tout ça pour être en mesure de choisir notre vie et de ne pas être choisis par des siècles de patriarcat, comme il C'est se ça. dit chez les féministes. C'est vrai que moi, en vous écoutant, m'est revenue une conversation que j'avais eue avec un grand monsieur du développement personnel en privé, et qui me disait, j'avais trouvé ça finalement très méprisant, toutes ces femmes qu'on voit dans les stages de développement personnel, qui ont plus de 50 ans et qui ont le feu aux fesses, vraiment, qui vous sautent dessus, etc. Sous-entendu, en fait, quand on est jeune, on a le droit d'avoir le feu aux fesses, hein, mais quand on est vieille, voilà. Et c'était étonnant parce que justement, lui, il travaillait sur ces sujets-là. Et c'est vraiment cette idée de se culpabiliser d'une faute qu'on n'a pas commise, hein, ce que vous dites aussi, hein. C'était choquant, finalement. Extrêmement choquant. Et ces paroles-là, vous voyez, je m'insurge encore plus contre le gros macho. Mmh. Parce que le gros macho, il se ridiculise presque lui tout seul. En revanche, certains hommes qui ont l'air d'être émancipés portent en eux une telle couche de misogynie, de mépris, bah oui, pour ce type-là dont vous parlez. Eh bien, ce type, pour lui, une femme qu'il considère comme désirable, si elle a le feu au cul, tant mieux, parce que ça va être une partenaire potentielle, un plan cul intéressant. Mmh. Mais en revanche, si c'est elle qui décide, si ça part d'elle, de ses désirs, ça l'intéresse moins parce qu'il n'a pas envie d'être pris pour un sextoy. Donc voilà, moi, vous voyez, ce qui m'importe de révéler au grand jour et que ça serve de révélation, comme vous avez dit tout à l'heure. Mmh. C'est ça qui est hyper important. C'est qu'on voit ce type de paroles pour ce qu'elles sont, des paroles de mépris, des paroles asservissantes les femmes en tant qu'objet de désir, de plaisir. Mais les femmes, sujets de plaisir, de désir, qui vont aimer leur partenaire et qui, lorsqu'elles ont de la chance, rencontrent des partenaires qui sont des hommes ou des femmes libérés, des gens avec lesquels il est possible d'avoir un rapport et une relation entre sujets pour aller vers quelque chose qui est vraiment important. Eh bien, ça n'a plus lieu d'être. Et peut-être c'est une utopie, mais au moins l'utopie, c'est un horizon.
et Mmh. comme tout horizon, il se déplace à mesure où nous avançons, mais ça c'est un chemin de vie intéressant, bien plus que, d'être, comme ce monsieur, le suggère, calme à partir d'un moment où vous ne correspondez pas à, aux abribus, hein. Parce que le corps d'une femme de 50 ans, comme disait le chroniqueur dont je n'ai pas donné le nom ni vous Mmh. non plus, le corps d'une femme de 50 ans, c'est pas magnifique du tout. Bah oui, c'est vrai, hein, à part passer sa journée à la salle de sport, les femmes normales, la loi de la gravité est là, elles ont eu des enfants, il y a quelques stigmates, et cetera, et cetera. Mais est-ce que ça empêche le rapport sexuel? Vous voyez? Là vraiment, on a besoin de se poser des questions parce que est-ce que le corps d'un homme de 50, de 60 ans, il est magnifique? Est-ce que ses performances sexuelles sont identiques à celles qu'il avait à 30 ans? Bah, figurez-vous que non, et celles des femmes, elles sont supérieures après la ménopause. Donc vous voyez là, encore une fois, il y a peut-être une inégalité Mmh. entre les hommes et les femmes, mais dans le sens du bénéfice pour les femmes. Oui, puis, faut revenir aussi de cette idée de performance, justement, de performeur et cetera, qui est encore une injonction sociétale. Et on n'est pas dans le rapport sexuel, vous Ouais, voyez? On est dans de la pornographie et on est dans la cour de récré, qui va faire pipi le plus loin ou durer le plus longtemps ou machin. Ça n'a pas de sens tout ça. Mais en revanche, la relation ou le rapport, oui, lui, c'est intéressant et auquel cas la sexualité, pourquoi, la limiterait-on à tel type de corps, mmh, à tel âge, à tel IMC, et cetera, et cetera? Vous voyez? C'est contre ça que mmh, moi je milite, dans ma vie au fond, parce que je suis une femme engagée. J'ai la chance d'avoir des outils, je suis intellectuelle, je suis psy, donc vous voyez, j'en ai vu des gens depuis je sais pas quoi, 25 ans que je reçois à mon cabinet. J'ai de l'intimité des gens, ils viennent pas me parler de la pluie, du beau temps. bien sûr. Donc c'est tout ça, que je veux partager, je veux faire profiter et les personnes qui tiennent des discours monstrueux de feu au cul, eh bien, ils ont besoin d'être mouchés par d'autres et en leur donnant ces livres, en leur donnant ces outils-là, le chef d'atelier, de la dame, il sera mouché parce qu'elle pourra lui répondre quelque chose. Bien sûr. Vous qui voyez beaucoup de gens en cabinet, justement, vous voyez évidemment beaucoup de femmes, mais j'imagine des hommes aussi. Est-ce que ça bouge du côté des hommes de ce point de vue-là? C'est-à-dire que quand même, dans les bonnes nouvelles, alors moi je vois autour de moi, j'ai le sentiment, hein, mais c'est pas statistique justement et je suis pas psy, de voir plus de femmes entre 50 et 60 qui chercheraient l'âme sœur, enfin qui aimeraient trouver un compagnon de vie justement de leur âge, sur des rapports assez équilibrés, etc., qui ont fait en plus souvent des thérapies, un travail personnel assez important. Est-ce que ça bouge aussi du côté des hommes? Alors j'en vois aussi des hommes bouger, bien entendu, mais on est dans des proportions un peu équivalentes ou pas tellement? Alors, je suis d'accord avec vous, ça bouge. Ça bouge un peu lentement malheureusement, mais ça bouge. Moi, j'ai à peu près, 45 d'hommes, 55 de femmes, en psychanalyse ou en thérapie avec moi, donc c'est relativement équilibré. Les hommes évidemment qui viennent chez moi, par transfert, ils vont pas dire que, c'est des gros misogynes, sinon ils restent pas, on choisit son Bien thérapeute sûr. naturellement. Donc voilà, j'ai un biais de sélection, on va dire. Mmh. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est j'ai eu beaucoup, beaucoup d'interviews sur le livre, Il n'y a pas d'âge pour jouir, heu, sorti donc, à l'automne 2020 chez Larousse. Mais c'était 99,99 des femmes, des interviews de journalistes femmes, des podcasts de femmes. Donc ça, c'est quand même très regrettable, hein. On fait un appel aux hommes là, «Vous êtes journaliste, appelez-moi». Oui. Parce que, ils ne quittent pas tous leurs femmes, de 50 ans et plus, les hommes. Ils n'ont pas tous, les hommes, des maîtresses de 30 ans. Parce qu'ils vous disent, ils me disent qu'ils s'ennuient avec, des femmes avec lesquelles ils n'ont pas, le background, Mmh. culturel, on a écouté les mêmes chansons, on a dansé sur les mêmes musiques, on a regardé les mêmes films, on a lu les mêmes livres. Vous voyez, ça nous soude, si tant est qu'on veut des rapports humains et pas juste, de l'objectisation de corps.
Bon, après les sites. Alors les sites, vous allez sur Glidden, Oui. c'est un site d'adultère. Là, que vous ayez 60-70 ans, ça n'a aucune importance parce que c'est pour, des relations ponctuelles. Mais en revanche, vous allez sur des sites pour refaire votre vie, alors faut pas avoir plus de 49 ans. Donc si vous êtes une femme, hein. Donc vous voyez là, si un homme veut, avoir une compagne, il la choisit plus jeune. S'il veut avoir des partenaires sexuels, il se moque pas mal de leur âge. Mmh. Donc, on peut interroger tout ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que les femmes qui sont dans les divorces tardifs, et j'ai beaucoup travaillé ça, ne souhaitent pas se remettre en couple. Elles souhaitent avoir des liaisons intéressantes et se voir, à mi-temps, on va dire. Parce qu'elles en ont marre de faire bobonne, parce qu'elles en ont marre d'être infirmières et vous voyez tout ça, c'est super important à savoir. Mmh. Il y a peut-être, un autre mode de vie, que le couple où la femme est perdante et si les femmes se disent: «Mais moi ce que je veux finalement, c'est partager du temps avec des copines, avec ma famille, mes enfants, mes amis et également un amoureux», eh bien, elles ne seront plus en demande, du couple, tradi classique que peut-être elles ont déjà vécu et que peut-être, ça s'est terminé pas si bien que ça et auquel cas, elles ne seront pas malheureuses de ne pas être choisies parce qu'elles ne le veulent pas Mmh. et ce qu'elles veulent, c'est une relation intéressante. Alors, s'il y a des hommes qui veulent vivre avec des femmes qui ont la moitié de leur âge, qu'ils y aillent. Que les femmes Bien qui sûr. ont la moitié de leur âge s'interrogent quand même pourquoi elles vivent avec des mecs, qui sont de l'âge de leur père. Moi, j'ai un cabinet, elles viennent quand elles veulent, elles réfléchissent à ça, hein, parce que, c'est quand même pas si simple de choisir quelqu'un qui a l'âge de son père. C'est sûr et on voit aussi dans ces exemples de femmes, libérées, on pourrait dire que vous citiez, des femmes qui font aussi parfois de plus en plus leur coming out sur le polyamour. Par exemple, j'ai interviewé dans cette émission Hélène de Fougerolles, c'était son cas, Oui, voilà, elle sont des phénomènes que vous voyez de plus en plus oh oui, apparaître? oui, oui, je vous disais, des femmes qui choisissent, autre chose que le couple, Oui, hein, c'est des ça. femmes qui ne veulent surtout plus jamais être en couple. Peut-être le seront-elles si elles tombent sur un homme extraordinaire, mais plus avoir le fil à la patte et qui ne sont pas opposées, à rencontrer plusieurs personnes avec lesquelles elles vivraient des choses intéressantes. Parce que finalement, croire au prince charmant, qui aurait toutes les qualités, requises pour, la rendre heureuse, à partir d'un certain âge, rares sont les femmes qui y croient encore et les hommes aussi. Parce que c'est déjà beau quand vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous partagez, je sais pas quoi, 70 des cases qui sont importantes à cocher Mmh. et auquel cas, le polyamour signifie que vous aimez beaucoup telle et telle et telle personne, que vous êtes comme vous adorez vos amis et vous n'avez pas un seul ou une seule amie. Donc, vous voyez, amis d'amitié. Mmh. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Alors, Maintenant, toutes je ne dis pas que oui? c'est majoritaire, hein, bien sûr. Oui, toutes ces questions et puis en tâche de fond, la question que je me pose aussi par rapport à ça, c'est est-ce que, quand on épouse quelqu'un ou quand on fait sa vie avec quelqu'un et qu'on a des enfants, on n'est pas forcément en conscience de ces blessures, de ces traumas, de pourquoi est-ce qu'on épouse l'autre, de tous ces effets miroirs qui sont des choses que souvent on conscientise en chemin et que parfois il y aurait peut-être aussi dans ces divorces ou ces séparations un travail peut-être plus approfondi qui n'est peut-être pas fait, qui pourrait être intéressant de faire, de comment est-ce qu'on chemine avec l'autre au bout de 20 ans, 30 ans. C'est vrai que j'étais surprise de voir dans votre ouvrage, vous dites que les taux de divorce après plus de 35 ans de vie commune ont été multipliés par 9 en 40 ans et le nombre de séparations chez les plus de 60 ans a doublé en 10 ans. Je ne connaissais pas ces chiffres aussi importants. Ils le sont. Et ça pose quand même cette question de la connaissance de soi, moi, je trouve, également. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vous voyez, s'il y a plus de séparation, c'est aussi que les femmes ont l'autonomie financière. Si vous avez une toute petite retraite, vous n'avez pas la même, liberté d'action que si votre retraite vous permet de vivre sans trop d'insécurité. Pourquoi les femmes demandent le divorce après avoir élevé
leurs enfants, c'est souvent parce que, elles ont voulu être de bonnes mères. Elles ont voulu, les amener jusqu'à l'autonomie et une fois qu'ils quittent le nid, eh bien ça y est, elles reprennent leur liberté et de plus en plus de femmes disent qu'elles ne veulent pas vivre en coloc avec, leur mari, avec lequel il ne se passe plus rien sexuellement depuis 10 ans et le taux de non-relation physique intime au sein du couple est absolument énorme et beaucoup disent, «Heureusement qu'il y a l'adultère». Ça fait tenir les couples. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau du discours des femmes Oui. qui a complètement changé. Les hommes se vantaient d'avoir des maîtresses, les femmes cachaient le fait qu'elles avaient des amants. Finalement, peut-être que tout le monde en avait autant, mais le rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, entre le don Juan et la salope, Mmh. et c'est pire la sexualité de la mère que celle du père pour les enfants parce que, il y a pas le même rapport physique Oui. à maman et à Mmh. papa. Voilà, vous voyez, pour tout un tas de raisons très, très complexes. Et là où je vous rejoins, Anne, à 250 000 %, c'est que oui, tout ceci est un trajet, un chemin de vie et ça n'est pas à 20 ans que vous réfléchissez de la même façon qu'à 60. Évidemment, la vie est passée par là et heureusement d'ailleurs. Mmh. C'est vraiment passionnant, hein, tous ces sujets-là. Et on voit que il y a un grand mouvement de fond qui fait que tout ça, c'est en train de changer. On se réinvente et à la fois, c'est aussi magique, hein, de vivre cette période. Comment est-ce qu'on passe vous parliez d'empowerment au début, au sexpowerment, justement, hein, dont vous parlez et vous citez Beaumarchais, posséder et peu de choses, c'est jouir qui rend heureux. J'aime bien. Ah oui, c'est magnifique, j'adore. On y passe naturellement. Parce que, l'empowerment, c'est s'affranchir de beaucoup de choses. Le sex power, c'est également sur, le domaine de la sexualité. C'est tout à fait, logique qu'à un moment donné, vous interrogiez aussi votre propre sexualité. Logique que vous interrogiez aussi, au fur et à mesure du chemin, n'est-ce pas? Mmh. Où vous en êtes, est-ce que ceci a du sens? Parce que la sexualité, heu, ce n'est pas que dans la culotte que ça se passe, ça a du sens dans la tête, le désir qui vous porte vers tel ou ne vous porte plus. Vous voyez, tout ceci est interrogé et après le sex power, pourquoi vous laisseriez les autres décider pour vous? Vous voyez, c'est une suite logique, de tout ce cheminement. Mmh. Vous dites que quand la libido est détruite, il reste que les pulsions et beaucoup de masturbation. Et la pulsion, évidemment, consomme les objets, hein, alors que le désir les investit. Comment est-ce que la libido se détruit, justement, et comment reconstruire ça, sans être non plus dans une injonction de cultiver le désir coûte que coûte, qui serait à nouveau une injonction, voilà, et un effet miroir? Oui, toutes les injonctions, hein, sont à vomir, donc il Mmh. est évident qu'on ne va pas, en programmer de nouvelles. Comment on tue le désir, la libido? Il y a tellement de moyens, il y a tellement de façons. Ça peut être, parce qu'il y a eu des actes, irrespectueux, horribles, criminels. Ça peut être, parce qu'il y a des paroles. Ça peut être parce que, on a introjecté, on a assimilé soi-même, des stéréotypes, des injonctions. Vous voyez l'injonction du devoir conjugal, c'est vous dégoûte de la sexualité, par exemple. Mmh. Je parle, des viols, je parle de toutes ces choses qui font partie de l'existence. Quand on voit que, les chiffres de violences sexuelles sont si énormes, quand on voit que, il y a pas une femme qui prend le métro et qui a pas une main au cul une Mmh. fois dans sa vie, Mmh. ça n'existe pas. Vous voyez tout ceci, ça vous dégoûte et donc ça vous éloigne de la beauté de la sexualité. Mmh. Il y a tant et tant de façons d'éloigner, les femmes de leur sex power. Mmh. Il y a tant de façons, de blesser. Il y a tant de vous voyez, par exemple, votre type là, développement personnel, le feu au cul, c'est tellement dégueulasse, Mmh. excusez-moi Mmh. l'expression, Mmh.
mais c'est ce qui me vient en tête. Mmh. Vous voyez, tout ça, ça éloigne la femme de la beauté de la sexualité. Oui, puis on sent bonne à la casse, hein. On revient, Mais oui, sur cette fameuse expression, que vous avez dans voilà. votre ouvrage, hein, ça finit par rentrer. Mettez ça plus une forme d'insécurité intérieure, le fait de se voir vieillir, et cetera. Parce qu'on n'a pas on a parlé un petit peu, hein, on n'a pas parlé de la silver economy, qui est encore une injonction, voilà, Mais qui oui. là, concerne tout le monde. Absolument. Chaque fois qu'il y a du fric à se faire, il va y avoir, de l'économie qui va venir se brancher. Donc silver economy, la ménopause qui va être médicalisée à outrance, l'anti-âge. Mais écoutez-moi cette expression, anti-âge. À partir de 30 ans, vous achetez des crèmes anti-âge. Comment vous allez aimer vieillir? Vous voyez, c'est juste pas possible. Mmh. Il y a le fait que nous culpabilisons, nous femmes, d'avoir, des cheveux blancs, et cetera, et cetera, et cetera. Donc vous voyez, nous avons besoin, de réfléchir, enfin je crains de me répéter, mais c'est ça la clé de la Bien question, sûr. de réfléchir à pourquoi on est bien ou mal dans sa peau. «Ah mince, j'ai encore pris une année. Ah, à partir de tel âge, je fête plus mes anniversaires». Vous voyez? Alors que l'anniversaire, ça peut être un jour de fête parce que, c'est ton jour, c'est mon jour, machin, on se réunit, on voilà. Bah oui, c'est vrai que c'est moins marrant, d'avoir, tel âge que d'avoir 30 ans de moins. Mais est-ce que vraiment 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie? Mais qu'on arrête, vous voyez? C'est vraiment le chemin qui est intéressant dans la vie et être une sage-femme, Mmh. qui est super intéressant. Mais en ayant le droit de jouir de tout. Mmh. Mais pour ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement et puis on projette aussi ce que l'on est. Donc une femme qui finalement, s'est décomplexée, elle ne projettera pas du tout la même chose que finalement si on est en train de subir cette injonction et que forcément on la projette aussi à l'extérieur, inconsciemment. Ah mais on projette inconsciemment à l'extérieur tant et tant de choses, hein. Mmh, C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont du charisme c'est ça, parce que, on voit leurs yeux pétiller et dans ce cas-là, vous êtes, séduisant ou séduisante, hein? c'est ça. Mais c'est vrai. Mais enfin moi, je le répète, ma splendeur passée, je la regrette quand je me regarde dans un miroir. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est quand même on a le droit de dire qu'on se préférait physiquement, à tel âge, mais que c'est inéluctable, c'est la vie. Soit on est mort, soit en vieillissant, eh bien notre, aspect extérieur n'est plus aussi sublime. Mmh. Et donc, on peut être ravi d'être vivant, vivante et de jouir de tout ce que notre âge nous offre. Ah, c'est génial. Vous parlez aussi de maturation érotique, hein, qui est devenu un facteur important de la maturation de l'individu. On voit de plus en plus se développer aussi le. Alors moi, j'aime pas du tout ce terme de sexualité sacrée parce que ça opposerait une sexualité qui serait pas Oui, sacrée. oui. Mais en tout cas, je parle plutôt de la voie du tantrisme, par exemple, qui se développe énormément. Est-ce que c'est vraiment intéressant comme phénomène de société aussi, ça, vous qui êtes psychosociologue? C'est un phénomène de société que je ne connais pas, personnellement, Mmh. donc je vais moins bien en parler que de ce que je connais. En revanche, heu, chaque fois qu'il y a un phénomène de société, qui concerne peut-être une minorité, mais qui va dire quelque chose du fait que l'on souhaite autre chose que de la, médiocre, heu, enfin, qu'un regard médiocre sur la sexualité. Voilà. Il y aurait pas une sexualité sacrée, une sexualité profane, mais il y a profané la sexualité, qui est, monstrueux par, l'objectisation des corps, par la pornographie, Mmh, la violence. complète, permanente. Les gens passeraient leur temps, je crois, sur les sites porno. Ce seraient les sites les plus Mmh. consultés sur la planète. Vous voyez, ça fait peur un peu tout ça. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il y a la réponse tantra en face et qu'il y a des gens qui y adhèrent, même s'il y a une minorité qui y va. Mais au moins, on dit c'est pour ça que je répète que l'on veut de la relation sexuelle, que l'on veut du rapport sexuel, qu'on veut de l'être à être, qu'on veut dépasser quelque chose par l'orgasme et non pas limiter à un plaisir d'organe. Et Mmh. ça,
Vous voyez, le mouvement tantra le dit fort bien, je le dis d'une autre façon, mais en tous les cas, c'est contre, la profanation du corps. Intéressant. Petit aparté d'ailleurs, je me souviens que Sébastien Boller, le neuroscientifique, disait dans son livre que les téléchargements de la pornographie, c'est en termes d'impact de gaz à effet de serre, c'est plus important par exemple que toute l'aviation mondiale. Enfin, c'était voilà, juste un petit. Ah mais il faudrait qu'on le répète, vous voyez, Oui. plutôt qu'on nous casse les pieds avec je ne sais trop quoi. Oui. Mais oui, mais c'est génial, vous voyez, j'ignorais ça, merci beaucoup. En conclusion, on approche de la fin de ce podcast. Alors, il y a un rôle d'éducation. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, et moi, je pense que c'est vrai que c'est un sujet essentiel. Moi, qui ai 3 filles, 3 enfants qui sont des adolescentes maintenant, c'est pas évident d'en parler. Pourtant, moi, j'étais une maman qui était pro ces sujets-là. C'est vrai, quand ils sont tout petits, on a l'impression que ils savent pas trop de quoi vous leur parler et que ça paraît un peu presque bizarre de parler de ces sujets-là à un enfant quand même assez jeune. Et puis, il y a un espèce de fenêtre de tir où on peut leur parler de ça, parce qu'après, une fois qu'ils sont pré-ados ou ados, ils vous regardent en disant « Maman, c'est bon, j'ai pas envie que tu me parles de ça ». Donc, c'est pas évident non plus d'aborder ces sujets-là en conscience, de manière juste, sans non plus avoir l'air de les harceler, sans non plus... Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce sujet ? C'est une question qui m'est très, très souvent posée, Oui. à la fois dans mon cabinet et ailleurs. C'est compliqué de parler de sexualité sans être, dans le voyeurisme, sans être, indiscret, sans gêner et déranger, le Ou jeune, faire peur, l'enfant, parfois. l'adolescent. Oui. Donc, moi je pense qu'il faut plus répondre aux questions que de proposer. En revanche, les livres, les films, tout ça, selon les âges, c'est super important. Et puis, l'éducation, c'est aussi avec d'autres adultes. Donc, par exemple, l'école, et cetera. Il y a des conférenciers, il y a des conférencières. Il y a beaucoup de choses importantes. Il vaut mieux faire intervenir le planning familial en 4e, 3e, que de parler directement avec les adolescents. Mais le planning familial intervient si les collèges demandent, vous voyez. Et là, on parle des relations filles-garçons au sens le plus large possible, pas simplement de contraception. Tout ceci est très important. Moi, j'ai aussi 3 enfants. J'ai 2 fils et une fille. Et il se trouve, ils sont un petit peu plus âgés que vous, mais il se trouve qu'à tous les âges de la vie, il y a un type de conversation qui est possible. Et moi, ils sont effarés évidemment par mon livre, mais Oui. je leur ai toujours offert beaucoup de livres, Oui. traitant selon leurs âges de ces sujets qu'on pouvait reprendre, sans parler de ma propre sexualité parce que ça, c'est pas supportable. Vous voyez? C'est peut-être, comme cela que les choses peuvent se faire et puis, être à disposition pour le questionnement. Oui, c'est marrant d'ailleurs, je vois chez moi, et c'est personnel, mais poindre, finalement, si ma mère aujourd'hui me parlait de sa sexualité, je crois que ce serait OK pour moi, ce serait bien. Avant, Voilà. j'étais pas prête. Mais vous voyez, il a fallu que j'attende d'approcher de la cinquantaine. C'est ça. Et il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas dans le cercle le plus intime parce qu'on est déjà très intime, c'est trop proche. Il y a tout ce que psychiquement, hein, on a traversé avec nos propres parents depuis notre enfance. On a fantasmé, et cetera, et cetera. Il y a la sexualité des parents, berk, berk, berk. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas forcément avec les parents qu'on peut parler de tout à tout moment. Bien sûr. Cette dernière question, Catherine Grangeard, on sait que 10% d'une population suffit pour changer la norme sociale. Ça peut être aussi cette fameuse théorie du centième singe, je pense à ça, et entraîner une majorité silencieuse. Est-ce qu'on s'en approche, d'après vous, à ce sujet quand même ? Je crois. Je crois que nous sommes au tipping point. Nous sommes à ces 10%. Vous voyez, dans un dîner, 10 personnes, il y en a une qui va dire « Je ne suis pas du tout d'accord avec ta blague, les femmes qui ont le feu au cul », et qui va expliquer et qui va dire « Eh bien, il y aura 3, 4, 5 personnes qui vont dire « Oui, c'est vrai, ta blague était nulle ». Si personne
ne l'ouvre, ça va passer comme ça et on va repartir mal avec tout ça. Donc, il faut arrêter de rire jaune, il faut parler des choses, ne rien laisser passer dans nos cercles privés, nos enfants, nos compagnons, nos parents, nos amis, tout ça, et globalement dans la société, promouvoir les gens qui prennent les risques de parler de ces sujets, que ce soit des podcasts, les actrices, les livres, etc., afin que ça fasse peuple, comme dit Adèle Haenel, que ça fasse peuple. Parce que finalement, on se découvre être beaucoup plus nombreuses, je le dis au féminin, parce que finalement, c'est beaucoup des femmes sur ce sujet, qu'on ne le croit. Et le fait de ne pas être seule et d'être nombreuse, eh bien, ça permet, voyez-vous, de continuer à avancer et de faire avancer tout le monde en même temps. C'est génial. Quand on vous entend, on a envie de dire allez les femmes, allez les hommes, parce que aussi on a envie qu'ils soient avec nous. On n'est pas dans évidemment dans une contradiction et une polarisation des hommes contre les femmes. On a envie de dire allez, on laisse pas passer. Dès qu'on entend, on est à un dîner, c'est bien que vous donniez ces exemples concrets parce qu'on en vit toutes, on en vit tous, tous les jours. Ces exemples-là, ces petites phrases assassines d'un mari qui dit, quand on reçoit, je me souviens, ça me revient en tête, ah ben t'inquiète pas, ma femme va le faire, elle est là pour ça. J'ai entendu ça il y a pas très longtemps. On laisse plus passer ces petites phrases assassines. Merci infiniment, Catherine Grangeard, pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, pour cet entretien jouissif. C'est régénérant, ça fait du bien. Je rappelle que votre ouvrage « Il n'y a pas d'âge pour jouir » est paru en automne dernier aux éditions Larousse. Et nos auditrices et auditeurs peuvent aussi suivre votre actualité sur votre blog catherinegrangeard.blogspot.com. Et puis une petite info toute nouvelle, il y a votre roman, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, qui vient de sortir une réédition en poche aux éditions Erol, ce très joli roman coécrit avec Daphné Leportois. Merci beaucoup Catherine. Je vous remercie infiniment Anne, ce fut un plaisir et j'espère que toutes les personnes qui vont nous écouter y prendront aussi beaucoup de plaisir. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, j'en doute pas. Merci Catherine. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.